On vous propose à côté de ce soir un nouveau rendez-vous tous les lundis. On va parler à 3 animateurs et animatrices de Radio-Canada dans différentes régions pour savoir ce qui fait jaser dans leur coin de pays. L'occasion de prendre le pouls de ce qui se passe sur le terrain, d'aborder peut-être des sujets aussi qui pourraient autrement passer sous le radar. On a appelé ça l'interrégional et je vous présente tout de suite notre premier trio. Zoé Klein est chef d'antenne du téléjournal en Saskatchewan. Annie-Claude Luneau anime le vidéojournal en Abitibi-Témiscamingue. Et Charles-Alexandre Tisser est à la barre du téléjournal Est du Québec. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Content de briser la glace avec vous. Le froid, je sais que c'est un gros sujet de discussion dans plusieurs régions du pays. Annie-Claude, on a l'habitude de vous voir à l'extérieur, mais là, vous êtes resté bien au chaud en studio. Oui, merci beaucoup. C'est pas mal plus confortable ici qu'à l'extérieur. Vous disiez briser la glace. Il y en a de la glace dehors, alors qu'il fait aux alentours de moins 30 en ce moment. La nuit prochaine, minimum moins 41. Oh là là. Au réveil, la nuit prochaine, demain matin, ressenti moins 48. Déjà aujourd'hui, il y a plusieurs écoles qui ont été fermées. Le transport scolaire a été annulé partout. Je gagerais un petit 2 $ que ça va être la même chose demain. Il faudra suivre nos plateformes, mais habituellement, là, aux alentours de moins 40, ça me surprendrait qu'on envoie les enfants à l'école. Et évidemment, aujourd'hui, tous les organismes ont fait un petit peu les rappels d'usage. Je pense à la CNESST, par exemple, qui a dit aux travailleurs qui travaillent à l'extérieur de prendre des pauses, d'aller se réchauffer, de surveiller aussi les signes d'hypothermie, d'engelure, de prendre soin de ses collègues. Également, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue qui fait un petit peu les mêmes rappels, c'est-à-dire de s'assurer qu'on a des moments pour se réchauffer, de surveiller les aînés, les enfants aussi. Si les petites joues deviennent blanches là, pour les enfants qui pourraient jouer dehors, bien, on rentre à l'intérieur, on se réchauffe. On a une pensée aussi pour ceux qui doivent dormir à l'extérieur. Je sais que Charles-Alexandre va vous en parler, mais chez nous aussi, les refuges débordent en ce moment. À Rouyn-Noranda, par exemple, on a une capacité de 20 lits. Hier, il y avait 31 personnes. Ça fait donc qu'il y a des gens qui ont dû dormir sur des matelas au sol, même une personne qui a dû dormir dans un fauteuil. Oui, je trouvais ça froid, moins 20 ce matin à Ottawa, mais moins 41, j'avoue. Doublez ça. Oui, on double ça. Je ne sais pas combien il fait chez vous, Charles-Alexandre, sur la Côte-Nord, mais il y a un refuge, une halte chaleur, en fait, qui va ouvrir tout près de cette île pour pouvoir accueillir ceux qui ont besoin d'un toit. Oui, tout à fait, Mathieu. C'est un petit refuge qui va permettre de donner un peu de répit aux personnes itinérantes sur la Côte-Nord. Annie-Claude en parlait. Il y a un avertissement de froid extrême qui est en vigueur sur la Côte-Nord aussi, à Sept-Îles et Port-Cartier. Et c'est là, justement, à Port-Cartier, où on a inauguré aujourd'hui une halte chaleur qui va permettre, à partir de cette nuit-là, d'accueillir 10 personnes, et ce, pendant chaque nuit de l'hiver. C'est la deuxième halte chaleur qu'on inaugure sur la Côte-Nord en 2 semaines. L'autre, c'était à Sept-Îles la semaine dernière. Là aussi, on offre un service qui permet d'accueillir 10 personnes pendant les nuits de l'hiver. On connaît ce concept au pays, dans les grandes villes, Mathieu, des haltes chaleur, mais ce qui est particulier, c'est que sur la Côte-Nord, c'est quand même assez nouveau. Pourquoi? Parce que le phénomène de l'itinérance a pris de l'ampleur au cours de la dernière année. Le dernier dénombrement de Québec à ce sujet-là faisait état de près de 100 personnes en situation d'itinérance, mais des intervenantes communautaires à qui on a parlé au cours de la dernière année trouvent que ce nombre-là est bien en dessous de la réalité. Il y a une crise du logement sur la Côte-Nord comme ailleurs au pays. Il manque de logements abordables. Ça contribuerait au phénomène de l'itinérance. Il y a des organismes qui pensent qu'il faudrait environ 1000 logements abordables qu'il faudrait construire pour lutter contre la crise du logement et contribuer à enrayer le phénomène de l'itinérance. Mais ce n'est pas fait encore. Alors, en tout cas, pour les prochaines nuits et pour tout l'hiver, il y aura un toit sous lequel les personnes itinérantes là, pourront se réfugier. Oui, ça, c'est au moins la bonne nouvelle dans cette crise qu'on voit un petit peu partout, même dans les plus petites villes, effectivement. On va se changer un petit peu les idées. En Saskatchewan, Zoé, on s'intéresse cette semaine à l'impact socio-économique des organismes fransaskois. Et oui, l'impact socio-économique. Alors Mathieu, si on parle d'impact économique, vous voyez à peu près ce que c'est. L'impact socio-économique, en fait, on prend cet impact économique, mais on l'augmente. On va aller chercher un scope, un spectre qui est beaucoup plus grand, que ce soit au niveau de l'organisme, mais aussi de la société dans son ensemble. Et ça, pourquoi ça nous intéresse? Eh bien, parce qu'il y a déjà une étude faite à ce sujet qui a été publiée l'année dernière, une étude qui disait que pour $1 investi dans le réseau fransaskois, eh bien, ça génère 1,29 $ de gain. Ça, c'est pour le côté impact économique. Et si on va sur le côté impact socio-économique, donc encore plus large, eh bien là, on arrive à 3,6, un taux de 3,6. Donc ça, c'est assez énorme. Ça concerne tout le réseau associatif et institutionnel fransaskois. Et vous comprenez bien que c'est un argument de vente super important. Et quand on essaie d'aller convaincre des bailleurs, des investisseurs, le gouvernement de venir financer justement des projets
qui soutiennent la communauté fransaskoise chez nous en Saskatchewan. Alors ça, c'était pour la première étude. Et là, il y a une deuxième étude qui vient d'être publiée. Le deuxième volet en fait, de cette étude, il y a encore plus d'organismes qui ont participé. Donc ça met encore plus en avant la force du réseau, tous ses points forts, ses défis aussi. Et tout ça, eh bien Mathieu, je ne peux pas vous en dire trop parce que l'étude sera officiellement publiée demain. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on aura tous les résultats. Oui, c'est bien de voir que la francophonie est bien vivante et contribue à l'impact économique un peu partout. Merci à vous trois d'avoir été là. Zoé, Annie-Claude, Charles-Alexandre, à très bientôt. À bientôt.